Les titres, 4000 chômeurs supplémentaires enregistrés au mois d'août en France. Georges Marchais annonce son départ du secrétariat général du Parti communiste après le congrès de janvier. Jugement dans l'affaire Péchinet, tous les prévenus de délit d'initié condamnés à des peines de prison avec sursis, Alain Boublil, relaxé au bénéfice du doute. Édouard Balladur a tranché, le grand stade pour le mondial de football en 98 sera construit à Saint-Denis. En fin de journal, nous retrouvons Madonna en images et sur notre plateau, notre invitée prestigieuse, Edwige Feuillère, l'héroïne de votre téléfilm de ce soir sur France 2. Madame, Monsieur, bonsoir. Épilogue judiciaire de l'affaire Péchinet. Aucune peine de prison ferme pour les 8 prévenus, accusés, vous le savez, de délit d'initié. 2 ans de prison avec sursis pour Max Terret et pour le financier libanais Samir Traboulzi, plus des amendes. L'ancien directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy, Alain Boublil, a été relaxé au bénéfice du doute. Pour Alain Boublil, c'est la fin du cauchemar. Même si la justice l'a blanchi au bénéfice du doute, Alain Boublil est heureux. Il veut que cela se sache. Tout le monde est là. Mon premier mot va à mes avocats, ainsi que toute ma gratitude, parce qu'ils m'ont magnifiquement défendu. Je dois dire aussi que la presse, qui ne m'avait pas ménagé au début de cette affaire, a rendu compte du procès dans des conditions d'objectivité tout à fait remarquables. Et ce n'était pas non plus facile. Et je lui rends hommage. Samir Traboulzi le reconnaît lui-même. Il a le sourire triste. C'est vrai quand il se présente ce matin à l'audience. C'est encore plus vrai 15 minutes plus tard, quand il ressort par une sortie de secours après le jugement. Vous êtes satisfait du jugement? Oui, je suis très satisfait, merci, pardon. Satisfait? Pas vraiment. L'homme d'affaires libanais a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et à 25 millions de francs d'amende. Le mariage Péchinet-Triangle lui avait rapporté en 88 60 millions de francs en tant qu'intermédiaire. Vous êtes choqué justement par le fait que pour certains il relaxe et pour d'autres condamnations? Non, je ne suis pas choqué, je trouve ça très bien qu'il y ait des relaxes, mais je dis que le problème de la preuve se pose pour tout le monde dans ce dossier. Condamné aussi, Max Terret, 2 ans de prison avec sursis et 2,5 millions d'amende. L'affaire lui en avait rapporté 8. Non, je trouve ce jugement tout à fait surprenant sur le plan juridique. Tout à fait surprenant sur le plan juridique. Et nous allons donc prendre une décision en ce qui le concerne. Mais je ne suis absolument pas convaincu par la motivation juridique de ce jugement. Un jugement que Max Terret prend lui avec philosophie. Je n'irai pas en prison, dit-il. C'est donc une expérience qui manquera à ma vie. L'ancien directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy, Alain Boublil, a donc été relaxé au bénéfice du doute. Est-ce à dire, Dominique Verdeillan, qu'il est blanc-bleu, comme on dit à l'OM? Écoutez, nous avons vu arriver à l'audience ce matin un homme confiant, souriant, sûr de lui, Alain Boublil. Pour l'ex-directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy, sa relaxe ne faisait aucun doute. En fait, il a été relaxé au bénéfice du doute. Le jugement évoque des présomptions, des incohérences, mais reconnaît le manque de preuves. Qui a initié Roger Patrice Pelat? Peut-être Boublil, mais peut-être aussi Traboulzi. La justice reconnaît ne pas avoir percé le secret. Après 5 ans d'instruction, la justice cale également devant une difficulté, établir le délit d'initié. Elle a pu le faire pour Samir Traboulzi, pour Max Terret, pas pour Alain Boublil. Le dossier Péchinet est donc réduit à la filière libanaise, la française, plus politique, est considérablement amputée. Le scandale Péchinet redevient donc une simple affaire financière. La justice est prise à son propre piège, obligée de reconnaître que pour beaucoup de monde, le mariage Péchinet-Triangle était un secret de polichinelle. Merci. À noter également le non-lieu prononcé aujourd'hui par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence au bénéfice de Jean-Claude Gaudin, le président du conseil régional PACA, qui avait été mis en examen pour escroquerie, cela à la suite de la création d'un emploi fictif. Âgé de 73 ans, Georges Marchais a donc annoncé officiellement aujourd'hui aux membres du comité central du Parti communiste français qu'il quittera son poste de secrétaire général du parti juste après le 28e congrès fin janvier. Tonalité générale des réactions dans le monde politique, c'est la fin d'une époque. Roland Sicard. Dès hier, tout le monde l'avait bien senti, il se passait quelque chose de bizarre. Il faut dire qu'en 20 ans de pouvoir, Georges Marchais avait rarement laissé son fauteuil vide. Et puis ce matin, chacun a compris, le fauteuil restera vide. Première réaction à la sortie. La présidente de notre séance a rappelé le rôle de Georges Marchais dans l'histoire de notre parti, son rôle positif. Et après cette décision personnelle, je la respecte, pas sans une certaine émotion. Georges Marchais va revenir dans quelques semaines, il va revenir pour préparer le congrès avec nous. Mais ça, c'est justement ce que craignent les contestataires. Pour eux, Georges Marchais, présent jusqu'en janvier, va verrouiller lui-même sa succession. Inquiétude.
La procédure de désignation du premier responsable, comme d'ailleurs de l'ensemble de la direction, disons, relève du domaine réservé du secrétaire général sortant. C'est quasi monarchique sans être désobligeant. Le ton qui monte d'un cran, mais Georges Marchais trouvera de quoi se consoler. Il y en a qui le comprennent et même, surprise, au Conseil des ministres. Je suis désolé parce que c'était un homme bien. Bon, ça devait bien arriver un jour ou l'autre. Ça arrivera un jour, à moi aussi, vous savez. Cela dit, la question est maintenant de savoir comment le parti va évoluer. Question posée à un expert, celui qui, pour les socialistes, a longtemps mené la négociation avec le partenaire communiste. Moi, j'espère que le Parti communiste va se démocratiser de plus en plus authentiquement. On verra. En tout cas, dès à présent, la succession est ouverte. Les rénovateurs réclament déjà un changement du mode de désignation. Georges Marchais va sans doute s'exprimer. Le parti a 4 mois pour trouver un nom. Le PC va donc devoir faire l'apprentissage de l'économie de marché. L'actuel secrétaire général était à la tête du parti depuis près de 20 ans maintenant. Jean-Baptiste Prédali. Georges Marchais, secrétaire général. Les communistes vont devoir s'en passer. Et les congrès du PC vont y perdre ce rituel, la réélection de Georges Marchais au secrétariat général du parti. Rituel instauré en décembre 72 au 20e congrès. Georges Marchais remplace Waldeck-Rochet. Depuis 2 ans, il est déjà le véritable numéro 1 du PCF. C'est la consécration pour l'ouvrier devenu homme d'appareil. Entré au parti en 47, passé par la voie syndicale et la CGT, rapidement monté dans la hiérarchie à l'ombre de Maurice Thorez, malgré un séjour controversé en Allemagne pendant la guerre. Réputation de Georges Marchais à l'époque, dur, orthodoxe, aligné sur Moscou. Pourtant, Georges Marchais sait s'adapter et même parfois varier. Union de la gauche en 72 avec le PS et le MRG, rupture de l'Union de la gauche en 77. Dans les urnes, le PC commence à décliner. Auprès des militants et dans les médias, Georges Marchais continue à rayonner. Si j'en crois ce que disent les journalistes, au fond, je serai responsable de tout. Non? C'est pas ça? Les choses sont beaucoup plus simples. Si vous menez l'interview de cette manière, je me lève et je vais me promener dans les rues de Moscou. C'est sûr, Georges Marchais n'aime pas les contradicteurs. Avec lui, le PCF soutient l'Union soviétique lors de l'invasion de l'Afghanistan. Avec lui, l'expérience Gorbatchev n'est approuvée que du bout des lèvres. Avec lui surtout, la contestation interne est marginalisée, de Pierre Juquin à Charles Fitterman, des refondateurs aux rénovateurs. Pendant 21 ans, Georges Marchais a tenu bon à la tête du PC. Son parti a abandonné la dictature du prolétariat avant le centralisme démocratique. Son parti est passé de 21 à 9% des voix aux législatives. C'est un bilan. À l'heure de sa retraite à 73 ans, seul Georges Marchais peut dire s'il est globalement positif. Si l'on en croit le dernier tableau de bord, BVA Paris Match France 2, l'état de grâce perdure pour Édouard Balladur, avec 61% d'opinion positive pour le Premier ministre. Était en pente douce également pour François Mitterrand, qui progresse de 4 points pour la première fois depuis 2 ans. Les bonnes opinions sont pour le chef de l'État supérieur aux mauvaises. Détail avec Laurent Boussier. Édouard Balladur a toujours la confiance des Français. Avec 61% de bonnes opinions, le Premier ministre aborde sa première rentrée politique avec une cote de popularité égale à celle qu'il avait en juillet. L'Institut BVA n'ayant pas réalisé d'enquête au mois d'août, les récentes variations de la cote de popularité d'Édouard Balladur n'apparaissent pas dans ce sondage. Toujours surprenant, le découplage très net entre la cote personnelle d'Édouard Balladur et l'opinion des Français sur la façon dont la France est gouvernée. Si le nombre des satisfaits augmente légèrement, plus 4%, la majorité absolue des sondés, 57%, se déclare mécontent. François Mitterrand, lui, commence à recueillir les fruits de la cohabitation. Pour la première fois depuis presque 2 ans, le nombre des personnes ayant une bonne opinion du président de la République est supérieur à celui des personnes en ayant une mauvaise. En cas d'élection présidentielle, Édouard Balladur arrive toujours en tête des candidats de la majorité. Il creuse même l'écart avec le candidat désigné du RPR, Jacques Chirac, et laisse loin derrière lui Raymond Barre et Valéry Giscard d'Estaing. Même schéma à gauche, où le candidat naturel du Parti socialiste, Michel Rocard, est devancé de 23 points par Jacques Delors.
Légère pause dans la hausse du chômage en France au mois d'août avec une augmentation du nombre des demandeurs d'emploi de 0,1%, données corrigées des variations saisonnières, soit 4 000 chômeurs supplémentaires. Au total, selon les statistiques officielles, 3 215 800 personnes sont actuellement recensées à la NPE. Chiffre préoccupant, le nombre de chômeurs de longue durée a augmenté de 1,5% en un mois et il touche désormais plus d'1 million de personnes en France. J'en profite pour vous présenter ce hors-série réalisé par nos confrères de Rebondir, une sorte de guide des allocations chômage, guide indispensable pour être à armes égales avec l'ascétique. Un tas de recettes bonnes à savoir si vous avez des problèmes d'emploi. Le climat social qui se dégrade du côté du secteur public est nationalisé. Grève des cheminots lundi et mardi prochain. Grève annoncée également à Air France pour le 12 octobre et sans doute à EDF-GDF le 15 octobre. Du nouveau dans l'affaire Valenciennes-OM ou plus précisément dans l'affaire autour de l'affaire, les accusations de Primorac de subornation de témoins. Le principal alibi de Bernard Tapie, Jacques Mélic, a en effet accepté finalement de témoigner devant le juge Béfi à Valenciennes. Pour le reste, l'affaire se complique. De sources judiciaires, on affirme en effet que Jacques Mélic aurait modifié son témoignage initial. Information ensuite démentie catégoriquement par l'intéressé. Tout de suite le point avec Anne Mourgue sur ce Mélic-Mélo. Jacques Mélic était-il dans son bureau, celui de Bernard Tapie, le 17 juin à 15 h? Entendu hier par le juge Béfi, Jacques Mélic, de sources proches de l'enquête, a démenti. Il était bien là, à cette date-là, mais il est parti à 14 h 45. Cet après-midi, dans un communiqué, le maire de Béthune affirme pourtant qu'il n'a jamais dit ça au juge, qu'il était bien dans le bureau de Bernard Tapie le 17 juin. Il ne donne pas d'informations sur l'heure. Les horaires, dit-il, sont durs à préciser quand on a un emploi du temps chargé. Jacques Mélic, qui depuis le début de l'affaire a bien du mal à se souvenir d'horaires précis. En juillet, il affirmait avoir quitté Bernard Tapie à 15 h 30. Je suis parti autour de 3 h 30, mais vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui... Je ne crée pas un alibi. Si Jacques Mélic n'était pas là à 15 h, c'est l'alibi de Bernard Tapie qui s'effondre. Tapie qui aurait alors pu rencontrer dans son bureau Boro Primorac à 15 h, tenter d'acheter son silence, comme l'affirme depuis le début l'ancien entraîneur de Valenciennes. Du côté de Primorac, il n'y a aucune incohérence. Il y a une seule version depuis le début qui n'a été que vérifiée et non contredite jusqu'à maintenant. Par contre, il est évident que du côté de ceux qui prétendent n'avoir jamais rencontré M. Primorac le 17 juin, alors là, il y a beaucoup d'incohérences. Contre-attaque ce soir de Bernard Tapie. Il dénonce les fuites, les informations en provenance de sources judiciaires anonymes. Il les qualifie d'intoxication. Il affirme aussi que Mélic était bien avec lui à 15 h le 17 juin, comme il le fait depuis le début. Le dicton du jour, à la Saint-Michel, Balladur choisit Saint-Denis. Le gouvernement a en effet exprimé aujourd'hui une préférence de principe pour le site de Saint-Denis où devrait être construit le grand stade abritant la finale de la Coupe du Monde de football en 1998. Commentaire François Brabant. Dans l'état actuel de son information, Édouard Balladur a exprimé une préférence de principe pour le site de Saint-Denis. Traduction de ce communiqué très officiel de Matignon, le grand stade sera, sauf incident, dans le 93. Saint-Denis, Édouard Balladur en est sûr, c'est pratique. Vous prenez l'A1 ou l'A86, ou la ligne B ou D du RER, ou la ligne 12 du métro qui sera prolongée, ou même l'avion pour atterrir à Roissy, et 4 km après Paris, vous y êtes. Vous êtes sur le terrain du Cornillon, une friche de 25 hectares qui appartient à la ville de Paris. Proximité, disponibilité et bonne volonté, puisque le conseil municipal de la ville vient de donner son accord. Oui, Saint-Denis, c'est pratique. C'est pratique, mais c'est plus cher. Coût estimé du projet, 3 milliards de francs. Et le parking de 12 000 places exigé par la FIFA en vue de la Coupe du Monde pourrait poser problème, faute d'espace. Marne-la-Vallée, elle, était moins chère, à 800 mètres d'Euro Disney, mais à 29 km de la capitale. Le site profitait des infrastructures toutes faites du parc d'attractions et de l'appui de Guy Drut. Ça n'a pas suffi, mais il reste un mais. Si dans 15 jours, les collectivités locales de Seine-Saint-Denis n'ont pas précisé de façon satisfaisante les conditions de leur participation financière et juridique, il sera encore temps pour Mickey d'emporter le morceau. Voilà, tout de suite réaction à chaud des vainqueurs de ce match du côté de Saint-Denis et des vaincus du côté de Melun-Sénart. Je crois peut-être que nous avons posé un certain nombre de conditions qui ont été peut-être considérées au départ comme des conditions draconiennes, mais qui en fait ont été aussi jugées comme des conditions posant d'une nouvelle façon le problème de l'aménagement du territoire, de la politique de la ville.
Et moi, je me satisfais que dans certains ministères, et je le dis parce que je l'ai vécu, que ces arguments aient été entendus et que nous puissions mener cette aventure, parce que je pense que c'est une aventure ensemble, autour de grandes questions de société. Quelles sont les choses qu'il va falloir réaliser maintenant pour être sûr de l'obtention de ce grand stade? Je crois que les choses sont claires. Le communiqué est parfaitement limpide de ce point de vue. Il s'agit aux collectivités territoriales concernées de coopérer juridiquement et financièrement pour la réalisation de cet équipement. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé depuis 2 ans et demi à la demande du gouvernement et on avait vraiment le sentiment d'avoir complètement répondu à la fois aux exigences posées par la FIFA et à celles posées par le gouvernement. Donc je dirais que on a l'impression que les règles du jeu ont été changées, on n'a pas été informé, donc c'est vrai, on est très très déçus. On n'imaginait pas que Saint-Denis puisse être retenu pour de simples raisons techniques. Il semblerait que le gouvernement ait décidé d'aller au-delà de ces considérations techniques. Je dirais que là, nous, on ne sait plus jouer, on ne comprend pas. Situation toujours très tendue à Moscou, aux alentours du Parlement de Russie. Un policier blessé lors d'un accrochage hier a succombé aujourd'hui. C'est la 3e victime des violences provoquées par l'épreuve de force engagée entre le président russe Boris Eltsine et ses adversaires conservateurs du Parlement. Tout de suite le point avec Stéphane Magnier et Gilles Doblard. Bande de fascistes, vous êtes des lâches, laissez-nous passer, Yeltsin débarrasse le plancher. Le petit millier de manifestants venus braver la neige et la police ce soir ont trouvé un endroit de choix pour s'exprimer, le parvis de la station de métro Barricade, à quelques 200 mètres de la Maison Blanche, toujours hermétiquement bouclée par les forces de l'ordre. On échange des noms d'oiseaux, mais ceux qui rêvent d'en découdre en sont pour leurs frais. La milice repousse sans violence les manifestants dans la station de métro. Aucun d'entre eux ne pourra rejoindre les députés et leurs partisans, qui s'apprêtent à passer une nouvelle nuit à même le sol, dans les couloirs de la Maison Blanche. Ici, il n'y a ni lumière, ni eau courante, ni rien à manger. Vous n'avez pas peur des soldats? Moi? Peur? Non. Je vais lutter pour ma patrie jusqu'à la mort. Pourquoi aurais-je peur des soldats? Je suis allé à la guerre quand j'avais 12 ans. Et je l'ai terminé en Chine lorsque j'avais 16 ans. Alors peur, vous savez. Curieusement, le temps qui semblait le meilleur allié de Yeltsin commence à se retourner contre lui. Manifestants et députés sont décidés à tenir longtemps. Bien assez en tout cas pour que leur martyr les transforme peu à peu en héros sous les yeux des journalistes. La police a commencé à frapper la presse aujourd'hui et les médias russes commencent à protester contre la censure. Cela serait-il un signe que le pouvoir de Yeltsin commence, lui, à perdre son sang-froid? Voilà, nous retrouvons Marcel Tria en direct des rues de Moscou, sous la neige. Marcel, bonsoir. Donc, élément nouveau ce soir, l'ultimatum lancé par Boris Eltsine. Oui, mais un curieux ultimatum, puisque le pouvoir prévient que même en cas de refus d'obtempérer, il n'emploiera pas la force pour déloger les rebelles de la Maison Blanche. Comment se débarrasser d'une poignée d'agités qui sèment la panique en plein Moscou et qui défient l'État sans faire de casse et d'autre part sans en faire des héros? Boris Yeltsin et les siens semblent ce soir ne plus savoir comment se dépêtrer d'un tel guêpier. Ça explique peut-être que l'on en soit à parler sérieusement de négociations maintenant. Oui, malgré ses récents discours intransigeants, Boris Yeltsin a dû se résoudre à laisser son Premier ministre entamer avec les représentants du Parlement des négociations officielles. Et l'un de ses fidèles les plus proches, le général Gratchev, ministre de la Défense, affirme ce soir sentir dans toute cette affaire des prémices lointaines pouvant mener au début d'un grand conflit sanglant. Fin de citation. Peut-être a-t-il senti au sein de son armée d'inquiétants signes de nervosité. Depuis le début de la crise, en tout cas, on n'avait encore rien entendu d'aussi alarmant. Merci Marcel Tria pour ce témoignage en direct de Moscou. Retour en France avec une polémique à Bouchain dans le Nord autour d'une maison de retraite après le décès suspect de 2 octogénaires. En juin, le médecin de cet établissement vient d'être mis en examen pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Il est en liberté alors que 2 infirmières étaient également mises en examen pour uniquement non-assistance. L'enquête de nos envoyés spéciaux Agnès Varamian, Stéphane Poul. C'est ici, à l'hôpital de Somain, que les 2 vieilles dames ont terminé leur agonie. Escarres, plaies profondes, mort suspecte ont jugé les médecins, puis la DAS et le préfet qui a porté plainte. L'affaire remonte à début juin. Le médecin de l'hôpital prend alors sa retraite. Son remplaçant, arrivé une semaine plus tard, examine les patients et lance l'alerte. Mais pour l'avocat du médecin en cause, c'est l'intérim qui a été mal géré. Les pensionnaires seraient restés sans soins, surtout l'un des cas était désespéré.
Son client n'a commis aucune faute. D'ailleurs, la question s'était même posée de savoir s'il fallait l'hospitaliser, et c'est à la demande de sa famille et à sa demande à elle qu'on a décidé de la garder à la maison de retraite. Parce qu'elle avait déjà fait l'expérience de différentes hospitalisations pendant ces 10 années, et à chaque fois, on la reprenait à la maison de la retraite parce qu'à l'hôpital, elle refusait de s'alimenter. Le médecin mis en cause parle de non-acharnement thérapeutique. Mais y a-t-il eu négligence, imprudence ou manque de soins, rejet mutuel de responsabilité? Le directeur de la maison de retraite accuse à son tour le médecin. Qui est responsable? Sincèrement, je pense que, vu l'état actuel des choses, je pense que le médecin devait procéder à des hospitalisations. En 40 ans d'activité, le médecin en cause, généraliste à Bouchain et simple vacataire à la maison de retraite, n'a semble-t-il jamais eu de problème. La direction de l'établissement des retraités, elle, parle de cas isolés et veut rassurer les familles. Entre les deux, la justice enquête pour savoir si les deux vieilles dames n'ont pas eu droit à une mort indécente. Le laboratoire d'Artois vient d'obtenir sa réouverture sur décision du tribunal administratif de Paris. Au mois de mai, un arrêté préfectoral avait prononcé la fermeture de ce laboratoire qui pratiquait des méthodes controversées de détection du sida. Où l'on reparle du tribunal de Valenciennes qui vient de prendre une décision qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les milieux spécialisés dans la lutte contre la toxicomanie. Le tribunal correctionnel de Valenciennes a en effet décidé de suspendre les poursuites engagées contre 2 adolescents accusés de trafic de hashish. Les magistrats attendent que le Conseil d'État confirme le classement du cannabis au tableau des stupéfiants. C'est une grande première juridique considérée déjà comme une victoire par les partisans de la dépénalisation des drogues dites douces. Reportage Valérie Gagé, Pierre-Laurent Constant. Le cannabis doit-il être classé parmi les stupéfiants? C'est la question qu'ont soulevée lundi à Valenciennes 11 avocats parisiens. Venus défendre 2 lycéens soupçonnés de trafic, ils ont contesté la régularité d'un arrêté qui fait du hashish un stupéfiant au même titre que l'héroïne. Le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent et a accepté que le Conseil d'État soit saisi de la question. Il est admis généralement que le cannabis ne crée pas de dépendance physique, qu'il n'y a pas de tolérance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation du corps et d'adaptation à cette drogue, car c'en est une. Et il n'y a pas non plus de dommages, c'est-à-dire qu'on n'a jamais entendu parler de mort causée par l'absorption de cannabis. D'overdose de cannabis, ça n'existe pas. Donc ces 3 critères qui sont ceux des drogues dures ne se retrouvent pas pour le cannabis. Et c'est la conclusion de tous les experts. La décision du tribunal de Valenciennes fait figure de victoire historique pour les partisans de la dépénalisation des drogues douces. Pour le parquet qui fait appel, il s'agit en revanche d'une simple péripétie juridique. Il est bien clair qu'à aucun moment le tribunal correctionnel de Valenciennes, même si je critique la décision d'un point de vue juridique, n'a déclaré que le trafic de hashish n'était pas condamnable. Il a simplement indiqué qu'il y avait une difficulté d'ordre juridique et plutôt que de la trancher lui-même, il a demandé que l'on saisisse le Conseil d'État. La France compterait aujourd'hui près d'1 million de consommateurs réguliers de hashish. La décision du tribunal de Valenciennes permettra peut-être d'ouvrir le débat sur la dépénalisation de cette drogue devenue commune, un débat que Charles Pasqua avait promis avant l'été et qui semble avoir été oublié. Où l'on reparle des ravages de la rumeur, Brassens a déjà chanté les malheurs de ceux qui sont montrés du doigt par les gens dits bien intentionnés. À Maubeuge, le maire de la ville a engagé une démarche tout à fait originale pour mettre fin aux rumeurs visant sa vie privée, selon lesquelles ce divorcé de 57 ans aurait de multiples liaisons chez ses administrés maghrébines. Reportage Nathalie Dolé. Ce pourrait être une photo de mariage, mais c'est un tract distribué à 13 000 exemplaires dans Maubeuge. Le maire a ainsi présenté la femme qu'il aime à ses concitoyens, une journaliste anglaise qui partage dorénavant sa vie. Opération de grande envergure pour faire taire les mauvaises langues. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'a fait marrer. Pourquoi? Parce que c'est ton n'étale pas sa vie comme ça. Bon, ce qu'il fait, ça me dérange pas, mais étaler sa vie comme ça, non. Il est fiancé avec une Algérienne ou quelque chose comme ça, probablement. Non? Bah non, justement, il explique que c'est pas ça du tout. Ah, moi, c'est ce que j'ai cru. Maintenant, c'est ce qu'on dit. Ça, c'est la rumeur. Oui, c'est la rumeur. Écoutez, Carpentier fait ce qu'il veut. Hein. Moi, ces histoires-là, hein, s'il aime plusieurs femmes à la fois, hein, tant mieux pour lui. Hein. Merci. Il y avait trop de racontants, le maire a eu bien fait. On en est très content. Les rumeurs, toujours plus sombres et toujours plus glauques, accusent le maire divorcé depuis plus d'1 an de mener une vie sentimentale des plus condamnables. Alain Carpentier tente donc de frapper un grand coup pour rétablir l'honneur de l'homme, mais aussi du maire. Quand on est un homme public, on vit sous le regard des concitoyens qui vous ont fait confiance, qui vous ont élu, qui vous ont placé là où vous êtes.
et qu'il est tout à fait normal qu'ils sachent comment vivent leurs élus. Surtout quand par ailleurs il y a une rumeur qui court et qui discrédite cet élu. Un élu et une région qui ont d'autres priorités, Maubeuge et la vallée de la Sambre subissent un taux de chômage qui dépasse les 20%. Simple hasard ou façon supplémentaire de rendre hommage à Émile Zola, en tout cas la sortie aujourd'hui du film Germinal coïncide avec le jour anniversaire de la disparition de l'écrivain mort le 29 septembre 1902 d'une asphyxie probablement accidentelle. Le film réalisé et produit par Claude Berry est sorti aujourd'hui simultanément dans 300 salles en France. Valérie Hermite est allée à la rencontre des premiers spectateurs dans une ville où l'on n'a jamais vu l'ombre d'un terril. Un soleil radieux, une Méditerranée turquoise. À Nice, il fallait avoir de bonnes raisons pour aller s'enfermer à 2 h de l'après-midi dans une salle de cinéma. Vous allez voir quoi, monsieur? Germinal. Pour quelle raison? Parce que mon épouse est du Nord et bien entendu, elle voulait être la première. Parce que j'ai lu le livre et que j'ai adoré. Parce que Miu Miu m'a beaucoup ému à la télévision. Parce que j'aime bien Renaud. Un événement attendu par les spectateurs, mais pas seulement. Les exploitants aussi ont des espoirs. Je souhaitais que ça fasse autant que Jurassic Park. Ça sera certainement, c'était un petit peu excessif et ça sera certainement moins que Jurassic Park. Mais je pense que sur la durée, ça devrait être très bien. C'est parti pour le film le plus cher du cinéma français. 2h40 au Pays Noir, 2h40 de misère, d'injustice et de révolte ouvrière. 2h40 pour juger 23 semaines de tournage. Très très bien, on est du Nord, alors on a très bien compris, très bien. C'est la réalité en définitive. Je suis très touchée, j'ai beaucoup d'émotions d'avoir vu ce film. Injuste, oui. Un peu long, tout petit peu. C'est une leçon d'humanité, voilà, c'est très beau. Un public ému, mais un tiers seulement de fauteuils remplis dans les salles niçoises. Ça n'est pas un mauvais démarrage, mais c'est loin d'en être un excellent. Madonna est à Paris pour 3 concerts au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Devant un public enthousiaste, la chanteuse est apparue entourée d'une armée de garçons très bien bâtis et de filles largement effeuillées. Pascal Deschamps a regardé les garçons et Bernard Pissesseau les filles, enfin je pense. C'est précédé d'un parfum de scandale que Madonna s'est posée à Paris. À tort, seul le tout début du show évoque l'atmosphère d'Erotica, son dernier album. À part ça, l'ensemble est légèrement déshabillé, suffisamment pour plaire aux uns. Elle est provocante, elle a tout ce qu'il faut où il faut, sans problème. Mais sans traumatiser les autres. J'ai vu Madonna. Tu l'as bien vue? Oui. Et ça t'a plu? Oui. Très pro, Madonna enchaîne une vingtaine de tableaux sur ses plus gros succès. Elle y va aussi de son appel à la tolérance, juste avant de chanter pour ses amis morts du sida, qui reste son cheval de bataille. Elle défend les causes humanitaires qui sont importantes. Bien sûr, elle a de l'argent, c'est normal, il faut qu'elle le fasse. Nous, on ne peut pas le faire. Mais elle est bien positionnée pour pouvoir le faire. Donc il faut qu'elle le fasse, qu'elle continue. Comme les Anglais à Wembley samedi soir, les 15 000 spectateurs de Bercy lui ont fait un triomphe. Comme promis, nous retrouvons avec un plaisir non dissimulé notre invitée, Edwige Feuillère, héroïne de la Dame de Lieu-dit, diffusée tout à l'heure à 20h50 ou un petit peu plus sur France 2, car nous débordons quelque peu. Un téléfilm salué unanimement par la critique. Pourquoi ne pas le dire, puisque c'est vrai. L'histoire, rapidement en résumé, c'est celle de Thérèse Ziller, alias Edwige Feuillère, qui a 110 ans est doyenne des Français, mais en paraît 70. Dans le seul but de faire grimper sa cote de popularité auprès du troisième âge, le président de la République, imaginaire bien sûr, lui propose d'organiser un jubilé en son honneur. La vieille dame va accepter, estimant qu'il n'est jamais trop tard pour s'amuser à exercer quelques petits chantages. Je souhaite que l'organisation des cérémonies tienne compte de mon grand âge. Oui, nous commençons par émouvoir. Que soit associé à l'hommage que l'on veut me rendre mon grand-père Gustave, mon père Théodore et mon mari Lazare, en raison du rôle qu'ils ont joué dans l'industrie française. Ça, pour une époque qui se croit née de ses propres œuvres, c'est un peu dur. Que soit réglé d'une façon convenable certaines questions laissées en suspens au moment de la nationalisation de nos biens. Ça, c'est coton.
que me soit restitué le palais Razzetti, indûment occupé depuis la fin de la guerre par les services de l'ambassade de France à Rome. Ah, ils vont tomber du ciel. Qui se souvient de ce palais? Alors, est-ce clair? Ça me paraît énorme. C'est juste assez pour moi. Voilà, tout d'abord, salutations à la vraie doyenne des Français, Jeanne Calment, qui a 118 ans, qui nous regarde peut-être. Edwige Feuillère, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en pleine forme. Il y a eu quelques rumeurs à un moment quand vous avez abandonné le tournée. J'espère justement qu'après m'avoir vu dans cette vaillante centenaire, mes amis admirateurs seront rassurés sur mon état de santé. Je peux faire une petite mise au point. Après le passage de mon spectacle au Théâtre de la Madeleine, qui avait eu du succès, spectacle mis en scène par Jean-Luc Tardieu, il avait été question de faire quelques représentations en province. Et puis, avant que tout soit mis au point, on a annoncé ma venue peut-être un peu prématurément. Nous n'avons pas pu nous mettre d'accord sur l'itinéraire de ces représentations, et voilà la raison pour laquelle la tournée ne s'est pas faite. Voilà, mais c'est pas alors, du tout je reçois des lettres très attristées me disant, j'ai même reçu un paquet d'herbes de Provence d'un vieil admirateur qui me dit d'en prendre tous les jours en tisane. Voilà, et vous êtes en pleine forme, votre présence ici en témoigne. On peut dire votre âge, c'est bientôt votre anniversaire. Oui, mais j'ai encore 85 ans pour 2 mois. Voilà, le 29 octobre. En fait, vous êtes beaucoup trop jeune pour ce rôle. Oui, enfin, il y a une génération de différence. Si ma mère vivait, elle aurait 108 ans maintenant. Mais ça n'est pas un film réaliste, n'est-ce pas? Ce qui vous plaît, en fait, ce qui vous a plu dans ce rôle, c'est que c'est justement une vieille dame tout à fait digne, mais très malicieuse et très indépendante d'esprit, comme vous êtes vous-même dans la vie. Oui, c'est-à-dire que le personnage, quand Capin et Philippe Mounier, le metteur en scène, m'ont proposé le rôle, il m'a séduit, parce que c'est une personne très, très digne, mais qui ne renie rien, ni de sa longévité, ni de ses prestigieux avantages, enfin privilèges, et qui assume tout. Et elle me plaît beaucoup. Alors je le disais, ce téléfilm a vraiment été salué par toute la critique. Il y a beaucoup de comédiens autour de vous, notamment René Faure, qui joue le rôle d'une cancanière particulièrement vache. Oui, enfin, René Faure est une grande amie, c'est une grande actrice aussi, mais je trouve un peu indécent qu'on demande toujours à la vedette de parler du film alors que c'est une œuvre tellement collective, un film, vous comprenez. Il devrait y avoir ici autour de moi 10 acteurs, 10 interprètes qui sont mes amis, qui sont tous excellents, et 20 techniciens qui tous ont donné le meilleur d'eux-mêmes, et qui sont... Vraiment, nous avons fait ce film, bon, ça paraît un peu complaisant ce que je dis, mais comme si nous buvions du petit lait les uns et les autres, le lait de l'humaine tendresse. Et je voudrais ce soir les remercier tous d'avoir été si prévenants, si gentils, si patients avec moi. Merci infiniment, Edwige Feuillère. Donc nous vous retrouvons dans une petite vingtaine de minutes sur France 2 pour ce téléfilm très sympathique, La Dame de Lieu-dit. 22h30, le 3e volet des chroniques de l'hôpital de l'Armentière de Daniel Carlin. Vers 23h30, le tout dernier journal, en compagnie bien sûr de Catherine Sellac. Gérard Leclerc, demain dans les 4 vérités à 7h50, recevra Philippe Robrieux, l'historien du Parti communiste, pour évoquer bien sûr le prochain départ de Georges Marchais. Dans un instant, le loto, bien sûr, puis la météo d'Isabelle Martinet, qui se résume en 5 mots. Perturbations sur tout le pays. Une dernière information avant de vous souhaiter une excellente soirée. En match de Coupe d'Europe, Monaco et Athènes font actuellement match nul, 1 but partout. Très très bonne soirée, à demain.